l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Aix-en-Provence, spécialisé dans le thriller. Il est également médecin urgentiste dans une clinique en région parisienne. Son premier roman, L'œil de Kik de Ken, aux éditions Albin Michel, a été salué unanimement et est traduit dans 5 langues. Son deuxième roman, Monster, toujours aux éditions Albin Michel, il reçoit de nombreuses récompenses, telles qu'en 2008, prix Pollard des lecteurs du livre-poche pour L'œil de Ken, le prix Littré pour Seul à savoir en 2011, ou encore le grand prix des lecteurs, le grand livre du mois pour Le jour du chien en 2017. Il est également l'auteur du roman Les fantômes d'Éden, série Paul Becker, aux éditions Albin Michel. Il s'agit, et vous l'aurez reconnu, de Patrick Bowen. Il vous présente son dernier thriller, La nuit de l'ogre, toujours aux éditions Albin Michel. Patrick Bowen, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment ça va, Patrick? Ben ça va super, voilà. Je sors pas de garde, mais le cœur y est, c'est tout comme. Et puisque j'alterne ma vie entre mon boulot de médecin urgentiste et mon boulot d'écrivain. Donc là, je suis dans ma phase écrivain. Et dès demain, je serai à nouveau dans ma phase médecin urgentiste. Un vrai caméléon, ce Patrick Bowen. C'est simple, la question, vous me l'avez lancée, c'est bien, lancer des perches. Comment faites-vous pour allier votre métier de médecin urgentiste à celui d'auteur? Faut être caméléon ou quoi? En fait, c'est une vie à 2 temps que je mène depuis quasiment le début de mes études de médecine. C'est-à-dire que j'écris une partie du temps et puis je bosse une autre partie du temps. Là, mon organisation perso, c'est que le week-end, je suis médecin urgentiste, en gros du samedi au lundi, et le reste de la semaine, j'écris. Et les deux se compensent très très bien parce qu'en fait, le boulot de médecin urgentiste, c'est là où je vais chercher mes meilleures histoires. Parce que c'est vous qui me les racontez, les auditeurs, en l'occurrence les patients. Et c'est là où je récupère un maximum d'infos, d'idées, et puis ça peut devenir ensuite des histoires. Et ça nourrit vachement ce que j'écris. Et le reste de la semaine, ça se transforme en polar que j'espère le plus trépidant possible. Comment se passe une journée type chez vous? On suppose que vous devez avoir des journées bien remplies. Est-ce que c'est toujours pareil ou c'est vraiment aléatoire? Racontez-nous, Patrick. Non, c'est assez codifié lorsque je bosse en fait dans les deux cas, c'est très ritualisé. Alors mes petits trucs, c'est que exactement comme mon héros dans La nuit de l'ogre, je consomme beaucoup de café. Donc quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est prendre 4 cafés d'affilée. Et à midi ou en début d'après-midi, c'est aussi 4 cafés. Et souvent dans la soirée, c'est encore 2 cafés. Donc je carbure à une dizaine de cafés par jour. Et ça, c'est tout à fait l'image du médecin urgentiste qui s'appelle Chris Kovac, qui est le héros de mon dernier bouquin, sauf que Kovac, lui, il va beaucoup plus loin. Il consomme pas que du café et il a un côté beaucoup plus sombre que moi. Oui, mais le palpitant, il aime le café ou pas? Voilà, vous êtes médecin, est-ce que c'est bon pour le palpitant? Non, mais vous savez ce que disent les médecins, ils vous donnent un tas de conseils qu'ils appliquent jamais eux-mêmes, hein, de toute façon, c'est ça le principe. Donc, moi, je suis un très grand consommateur depuis longtemps déjà. Et c'est bien que je m'arrête au café, non, c'est plutôt sympa, parce que sinon, ça serait dangereux. Non, mais l'important, c'est de bien répartir. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline, je la vis dans mon métier de tous les jours, et j'essaye de la faire vivre au lecteur dans mes bouquins. L'important, c'est les retournements, les coups de théâtre, les rebondissements, les twists qui font battre le lecteur, le cœur du lecteur un peu plus vite et puis qui l'empêchent de dormir. Alors j'ai trouvé une formule assez sympa, c'est moi qui bois du café et puis c'est le lecteur qui dort pas. Vos ouvrages connaissent un franc succès. Attendiez-vous à réussir ainsi? Pas du tout, c'est une surprise complète. Quand on écrit la première fois, on n'est pas du tout dans l'optique de cartonner ni rien. On est en train d'essayer d'écrire un livre, donc c'est compliqué. Moi, j'avais écrit pendant des années dans un journal, ensuite j'ai écrit des livres pour enfants et je suis passé au thriller il y a une dizaine d'années et j'ai eu la chance que le premier soit pris. Je l'avais jeté comme une bouteille à la mer vers l'unique éditeur qui me faisait rêver, c'est Albin Michel parce que c'est l'éditeur de Stephen King. Et que voilà,
ça a bercé toute ma jeunesse. C'était mon auteur fétiche. Et je me suis dit, bon, de toute façon, écrire, c'est un rêve hollywoodien. Donc, je vais jusqu'au bout du rêve hollywoodien et j'envoie un seul manuscrit à un seul éditeur. C'était Albin Michel et ça a marché d'un coup. Donc voilà, depuis, je vis mon rêve hollywoodien. Et allons-y, on verra où ça me mène. Patrick Bowen, quand il n'écrit pas ou qu'il n'est pas en clinique avec ses patients, qu'aime-t-il faire? Quelles sont ses passions également? Alors en fait, là, vous avez résumé à peu près la totalité de mon activité, parce que quand j'écris pas, je suis au boulot, et quand je suis pas au boulot, j'écris. Donc il y a plus beaucoup de trucs entre les deux, mais parce que j'ai quand même une famille et des enfants, et en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on voyage, parce que mon autre grande passion dans la vie, c'est les voyages, et les voyages me servent énormément pour l'écriture. Je pense que la liberté personnel, c'est-à-dire mon état d'esprit, ma liberté, j'arrive à l'avoir dans les livres, en écrivant. Parce que là, en écrivant, vraiment, on est complètement libre de l'univers qu'on est en train d'inventer. Et c'est une liberté extraordinaire. Mais le sel de la vie, je pense que c'est vraiment le voyage. Le fait de voyager, de se perdre, parce que je pars jamais en voyage organisé, on part vraiment à l'aventure, on a toujours voyagé comme ça. Donc le fait de se perdre dans d'autres pays, de se déconnecter complètement, de plus avoir aucune référence, pas de portable, rien, de faire des rencontres, de voir des paysages, ça ouvre énormément sur le monde, sur les gens, et c'est là où j'ai mes meilleurs débuts d'histoire. Parce que après, je vais les nourrir beaucoup de mon métier de médecin urgentiste pour insuffler du réel dedans, mais j'ai plein d'exemples d'histoires où ça a démarré, par exemple, en Floride, en me baladant dans les Everglades, dans les marais. J'ai fait des rencontres qui ont donné naissance à au moins 2 de mes bouquins qui sont Monster et les fantômes d'Éden, qui se passent dans la Floride du Sud. Voilà, j'aurais jamais pu écrire ça si j'avais pas vécu là-bas un certain temps. Voilà, donc les voyages, c'est ma seule activité en dehors du boulot et de l'écriture. Vous avez parlé de vos enfants, Patrick. Est-ce que vos enfants, ils sont fiers de leur papa? Voilà, ils voient tous ces ouvrages que vous écrivez. Je ne sais pas leurs âges, mais je pense que voilà, les enfants, ils sont fiers de leur papa, non? Alors oui, ça c'est cool, ils sont fiers, oui. Mais ils ont donc j'ai une fille de 21 ans qui est étudiante en médecine, qui est au début de ses études de médecine. Elle a passé la première année, et j'ai un fils de 15 ans qui est en troisième. Le truc sympa, c'est qu'en fait, je les entraîne avec moi dans l'histoire. En fait, le métier d'écrivain, on est vachement coupé de sa famille lorsqu'on écrit. C'est un métier qui est un peu solitaire. Alors pour pallier à ça, en réalité, je leur donne des rôles dans l'histoire, et ils deviennent un peu des personnages, et ils ne connaissent pas l'histoire, hein. Ils voient au fur et à mesure le déroulé, et je leur dis: alors qu'est-ce que tu en penses là, l'étudiante en médecine, donc je casse des gens qui leur ressemblent, l'étudiante en médecine là, quand elle rencontre son professeur et qu'elle lui raconte ça, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas crédible, comment elle pourrait réagir? Ou alors ça va être un gamin plus jeune qui va avoir des traits qui ressemblent à mon fils, et voilà. Donc ils sont intégrés dans l'histoire par ce genre de biais, et ils interagissent en fait beaucoup avec les personnages, un peu comme dans un jeu de rôle. Et ça leur permet de participer à l'aventure. Si l'on vient chez vous, Patrick Bowen, qu'est-ce que l'on peut retrouver dans votre bibliothèque? Ou ici et là, on s'installe sur un fauteuil et qu'on regarde votre bibliothèque, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors il y a beaucoup de bandes dessinées. Parce que ça, c'est très familial. La lecture, ça m'est transmis par vraiment mes grands-parents et mes parents, parce que chez mes parents et mes grands-parents, il y a toujours eu des tonnes de bouquins dans toutes les pièces. Et déjà tout petit, mon père collectionnait les bandes dessinées, et tous les samedis, on allait s'acheter des piles de BD. Et donc, on lisait tous ensemble, et on comparait les bandes dessinées, on comparait les livres. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Donc, il y a les L'Enfeust de Troyes. L'Enfeust de Troyes, c'est une série que j'ai novélisée, c'est-à-dire qu'elle existe en bande dessinée. C'est une série à succès qui marche très, très bien, qui est écrite par Arleston, qui est un scénariste d'Aix-en-Provence, la même ville dont je suis originaire. Et moi, j'ai fait la novélisation de ça en bibliothèque verte, c'est-à-dire qu'on a transformé les premières bandes dessinées en livres pour les enfants. Donc, il y a évidemment toute la collection des L'Enfeust, et puis après, il y a tout un tas de bouquins dans différents styles, des Stephen King, bien sûr, des thrillers, mais pas que.
Par exemple, j'aime beaucoup les auteurs américains comme Kerouac, comme John Fante, ces gars qui allaient sur la route et qui, sac à dos, découvraient les gens. Voilà, parce que je reproduis un petit peu ça quand je voyage. C'est un peu des voyages à la hippie, en fait. Voilà, donc on va trouver ces bouquins-là, et puis il y a les inévitables manuels de médecine légale, de médecine tout court, de techniques criminelles, et puis il y a des choses plus sombres qui ont fait leur apparition il y a quelques mois, qui sont des livres de photos post-mortem. Et ces livres de photos post-mortem, c'est clairement les plus inquiétants de ceux qu'on peut trouver dans ma bibliothèque. Et pourquoi ils sont là? Eh bien, c'est parce que je m'en suis servi. Et en auteur français, actuellement, il y en a ou pas du tout? Bien sûr, j'adore les auteurs français. J'ai particulièrement aimé la trilogie de Virginie Despentes, qui est Vernon Subutex, hein, qui est vraiment formidablement écrit. Virginie Despentes, j'ai quasiment tous ses bouquins. Je suis absolument admiratif de son style. Donc là, on n'est pas du tout dans le polar, mais voilà, ça j'aime beaucoup. Il y a la plupart des Granger, parce que là aussi, c'est vraiment, c'est un reporter à la base, c'est un grand reporter Granger qui aime les voyages et qui fait partager ça et qui les réintègre dans ses livres. Donc c'est vraiment une façon de faire que j'apprécie particulièrement. Mais il y a aussi pas mal de bouquins de ma petite bande de copains, hein, de la Ligue de l'Imaginaire. Donc dedans, on retrouve Franck Tillier, Bernard Werber, Bernard Minier, Maxime Chatham, voilà. Donc oui, il y a beaucoup d'auteurs français super, hein, indéniablement. Je pense que là, à l'heure actuelle, en thriller, franchement, depuis une dizaine d'années, on a une sélection française qui est vraiment très très bonne, hein, qui s'aligne sans problème avec les meilleurs polars internationaux. D'ailleurs, les bouquins français sont traduits dans le monde entier, hein, de plus en plus. Les bouquins de Yann Manouk, par exemple, ils sont traduits en une douzaine de langues. Bah tiens, on le salue, Yann Manouk, effectivement, qu'on connaît ici aussi, dans les plaisirs de Marque-Page et l'Espace des Libres. Donc bah voilà, ça fait plaisir venant de vous et ça lui fera très très plaisir. Donc salut Yann Manouk. Patrick Bowen, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier thriller, La Nuit de l'Ogre, aux éditions Albin Michel, une maison d'édition que vous aimez par-dessus tout. Comment vous est venue l'idée de ce roman? Vous avez parlé tout à l'heure que les enfants que vous avez étaient un petit peu là, avaient un rôle, un petit rôle, mais avant d'avoir ce petit rôle, comment bien l'histoire elle vient? Comment ça se passe dans votre tête? Racontez-nous. Alors effectivement, c'est à la base, ce sont des envies. Là, ma fille n'y est pas pour rien, puisque en redémarrant enfin pas en démarrant tout court pour elle les études de médecine, ça m'a rappelé les miennes, et je me suis dit oui quand même. Elle m'a raconté, elle s'est intéressée à des fraternités, elle est rentrée dans une association. Les fraternités, les associations, c'est des choses qu'on connaît pas du tout dans les facs de médecine. On entend parler des fois des week-ends d'intégration où il y a des espèces de rituels, puis des fois ça va trop loin parce que les gens, ils ont pataugé dans le sang, et alors ça fait la une des journaux. Mais ça, ce que vous voyez, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il se passe énormément de choses, et il s'en passait beaucoup au cours des dizaines d'années précédentes aussi, parce que nos patrons et les gens qui les ont précédés aussi faisaient des trucs assez étonnants. Et donc moi, tout ça, je l'ai vécu, et ça m'intéressait d'en parler de ça, de parler des dessous des facultés de médecine et des choses bizarres qui peut s'y passer. Donc ça, c'était la première inspiration. La deuxième inspiration, ce sont des rencontres que j'ai fait avec un groupe de flics très très particuliers, qui sont les flics qui travaillent dans le sous-sol de Paris, c'est-à-dire les flics qui travaillent dans les réseaux des transports. Ça, c'est pas connu. Tout le monde, les écrivains actuels, ils exploitent beaucoup le quai des Orfèvres, ce genre de choses. Mais en fait, il y a des brigades de flics qui travaillent dans les métros, dans le réseau des RER, des transports, dans les tunnels, dans tout ce qui va constituer l'armature de Paris, mais en sous-sol, dans les profondeurs. Et ils sont regroupés dans un lieu qui s'appelle Évangile, qui ressemble à un bunker qui se trouve au nord de Paris, pas très loin de la gare de l'Est. Dans ce bunker, ils ont accès à des technologies particulières de surveillance
la plupart des gens les ignorent complètement, et leurs compétences s'étendent à travers tout le Grand Paris. C'est-à-dire que il peut se passer un crime à l'autre bout d'une ligne de transport qui peut même dépasser Paris et être dans le 60, dans le 95, et ils peuvent suivre un criminel très très loin comme ça, l'observer et enquêter sur le terrain comme ça dans le sous-sol. Donc c'est passionnant. Et d'ailleurs, ces flics-là, ils appellent leurs collègues la surface. C'est-à-dire que la surface, c'est les gens du dehors. Et le réseau, c'est eux, c'est les gens du sous-sol. Donc, des affaires criminelles qui impliqueraient ces flics d'évangile et ces groupes d'enquête particuliers, c'est particulièrement intéressant. Et moi, j'ai marié les deux. J'ai marié les enquêteurs de ce groupe évangile qui ont tombé sur un crime particulièrement odieux qui s'est déroulé dans un tunnel de métro, et un médecin urgentiste qui va être confronté à des secrets et des confréries bizarres qui agissent dans l'ombre des facultés de médecine. C'est la conjonction de ces deux facteurs qui a donné naissance à la trame de La Nuit de l'Ogre. Comment s'est passée la phase d'écriture en termes de personnages, de chapitres ou autres? Racontez-nous, Patrick Bowen, comment c'est ensuite assemblé comme un puzzle votre thriller. Racontez-nous. L'histoire de base de La Nuit de l'Ogre, c'est tout simplement un médecin urgentiste qui s'appelle Chris Kovac, qui est le même personnage que Le Jour du Chien, qui est on va dire, c'est construit comme une série télévisée, et Le Jour du Chien, qui est mon précédent roman, ça pourrait être la saison 1, et La Nuit de l'Ogre, c'est la saison 2, donc on n'a pas besoin d'avoir vu la saison 1 pour voir la saison 2, et là, c'est de la même façon, on n'a pas besoin d'avoir lu le premier tome pour lire le deuxième, donc ce médecin urgentiste qui a déjà subi des choses un peu spéciales, qui a eu un passé un petit peu compliqué. Là, il sort de garde. Quand il sort de garde, c'est le matin, très tôt, et puis il prend une autostoppeuse, et cette autostoppeuse s'enfuit au premier carrefour en abandonnant son sac à dos dans sa voiture. Et le médecin urgentiste s'arrête un petit peu plus loin, il regarde ce qu'il y a dans le sac, et dans le sac, il y a une tête humaine. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant qu'il a fait une découverte pareille? C'est le début de l'enquête qui va propulser le lecteur dans ce roman, La Nuit de l'Ogre. Oui, ensuite, tout va bien sûr s'embrigader un petit peu, parce qu'il y a une autre personne qui va intervenir, notamment le lieutenant Audrey Valenti, c'est ça, qui va pointer le bout de son nez. Eh bien oui, en fait, pendant que le héros va mener sa propre enquête, parce qu'il a des raisons qui vont le pousser à enquêter, il va y avoir à l'opposé, dans un autre endroit, donc un crime qui va être commis dans les profondeurs de Paris, dans un tunnel de métro, et la personne qui va enquêter sur ce crime-là, c'est le lieutenant Audrey Valenti, qui était également présent dans le premier tome, et là, elle va mener cette toute première enquête parce qu'elle vient juste d'intégrer le groupe d'enquête de cette fameuse brigade qui travaille à Évangile et qui travaille dans les sous-sols. Donc pour elle, c'est une première, et en même temps que le lecteur, elle va découvrir le mode de travail de ce groupe d'enquête particulier, comment il fonctionne, comment ça marche dans le sous-sol, quel genre de technologie ils vont pouvoir utiliser, et ça va la conduire sur une piste criminelle. Et évidemment, les deux pistes vont se rejoindre. On n'en dit pas plus. Quels sont vos projets pour la suite, Patrick ? Je travaille toujours sur un ou deux romans à venir. Lorsqu'on écrit un livre, en réalité, on a des idées qui viennent pour d'autres romans, et on les stocke, c'est-à-dire que les idées n'ont pas toujours la place dans le roman qu'on est en train d'écrire, donc ça va dans un tiroir chose à faire pour plus tard, et donc dans ce tiroir-là, on peut mettre plein de choses. Donc il y aura évidemment une suite, puisque c'est un cadre que j'ai conçu comme une série télé. C'est un personnage récurrent, des personnages récurrents qui évoluent au fur et à mesure, et qui se déploient, l'histoire se déploie au fur et à mesure qu'on avance. Donc le cadre du groupe d'enquête Évangile, de Chris Kovac, tout ça, on le découvrira dans les prochains livres aussi. Donc il y aura un tome 3, il y aura un tome 4, mais il est possible que je travaille sur autre chose dont je ne veux pas parler pour l'instant, qui serait un roman one-shot, c'est-à-dire un roman qui n'a pas de suite, qui avec des personnages différents, qui serait le prochain. Donc là, pour l'instant, c'est mes deux pistes, c'est soit une suite, soit ce roman one-shot. Je pense que ce sera le roman one-shot, parce qu'il ne faut pas
proposer trop souvent la même chose au lecteur, il faut le divertir avec des choses différentes. Voilà. Puis par ailleurs, je développe des choses pour d'autres médias comme le cinéma ou la télévision, mais bon, ça fait partie d'un travail qui est annexe, qui n'est pas mon travail de romancier. Des adaptations, vous dites, ou vous travaillez pour la télévision? Des adaptations, c'est des adaptations de mes livres précédents, certaines qui sont en cours, et donc là je suis juste intervenant, d'autres sur lesquelles je travaille directement, et donc ça, j'y consacre pas un temps démesuré parce que la télévision et le cinéma c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps et qui n'aboutit pas forcément, donc je laisse faire les scénaristes concernés en m'en mêlant le moins possible, mais si on me sollicite pour me demander de l'aide sur quelque chose d'épineux par exemple, parfois les scénaristes ils ont besoin que l'auteur file un coup de main sur certains aspects pour remanier, par exemple une trame et la raccourcir si elle doit tenir dans un film. Bon, bah ça, je peux intervenir, mais de façon très ponctuelle. Mais je suis pas du tout demandeur d'adaptation et de me jeter dans des fictions. Je laisse lorsque quelqu'un veut faire un film ou une série télé d'un ouvrage, il faut qu'il le réinterprète, il faut qu'il s'en l'approprie et qu'il en fasse quelque chose qui lui plaît. Et ça, c'est essentiel pour donner sa patte et pour donner la pêche à l'œuvre audiovisuelle qu'il va créer. Il ne faut pas que l'auteur veuille à tout prix rentrer dans l'histoire en donnant sa vision. Ça, très souvent, ça fait de mauvais films. Le cinéma, c'est un travail. Les scénaristes, ils ont un métier, les cinéastes aussi, et il faut leur faire confiance. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de filer un coup de main si on me sollicite, et donc oui, ça fait partie de mon boulot. C'est tout de même dans tous les cas quand vous souhaite, on croise des doigts, avoir la même réussite que Maman a tort, la série du moment sur France 2, inspirée du roman de Michel Bussy que on a reçu il y a quelques jours de cela, donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tous les cas. Eh ben merci, si j'ai un dixième de son succès, je serai extrêmement heureux. Patrick Bowen, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Et ça va être cool, ça va être cool. Allons-y. Plutôt la série Doctor House ou Grey's Anatomy? Alors, je vais dire Grey's Anatomy, parce que Grey's Anatomy, l'ambiance qui y règne est très fidèle à ce qu'on peut retrouver dans les facs de médecine. Et donc, moi, j'ai suivi attentivement les deux séries comme un fou. Donc, j'aime beaucoup l'ambiance de Grey's Anatomy. Mais j'avoue que l'esprit sarcastique de Dr House est quand même inimitable, et j'y ai puisé quelques trucs pour mes persos, c'est un fait. Ah, excellent, ça va faire plaisir à Hugh Laurie. Si vous seriez un animal, ça serait? Aucune idée. Alors là, je n'ai jamais envisagé d'être un animal, donc j'ai aucune idée. Je vois pas quoi répondre à cette question. Je ne sais pas. Êtes-vous plutôt gratin dauphinois ou gratin de courgettes? Gratin dauphinois sans une seconde d'hésitation. J'ai une mère et une belle-mère qui sont des déesses du gratin dauphinois. Donc j'ai grandi avec le gratin dauphinois. Ne touchez pas à mon gratin dauphinois. Bon, on embrasse la belle-mère et la maman. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez fait étant ado? J'ai pas été un ado très très pénible, je crois. J'ai pas vraiment fait de révolution en tant qu'adolescent. Mais si on considère que je suis resté ado très très tard, bien au-delà de l'âge de 18 ans, alors on peut inclure les bêtises que j'ai faites après. Et par exemple, dans mes premières années de médecine, exactement comme mon perso, parce que en réalité, j'injecte énormément de ma propre personnalité dans chaque bouquin que j'écris. Et bien exactement comme mon perso principal, lorsque j'étais au début de mes études de médecine, j'étais dans un petit groupe qui organisait des blagues à l'hosto, et donc j'ai organisé un splendide lâcher de petites grenouilles dans l'hôpital. C'était mon idée, il y en avait plein, et ça a duré 3 jours pour les récupérer. Donc à l'internat, on a acheté des caisses, on a libéré des grenouilles vertes dans tout l'hôpital, on en a retrouvé partout, même en réa, et il a fallu 3 jours pour récupérer les centaines de grenouilles qu'on avait lâchées. On a trouvé ça super drôle. Donc je pense que ça peut le faire dans le cadre des bêtises. Ça, à mon avis, on peut la mettre. Plutôt Julien Clerc ou Soprano? Soprano, la série, alors. Mais, non, donc on va dire Soprano, la série. Voilà. Quelle est votre couleur préférée? Indiscutablement le noir. D'ailleurs, c'est simple, je n'ai que des fringues noires. Donc le matin, c'est très facile pour s'habiller parce que j'ai le choix entre un pantalon noir ou un jean noir, un pull noir ou un t-shirt noir et une veste noire. Donc j'adore ça. Et c'est sobre, c'est simple et puis c'est facile. Donc j'ai un placard qui ressemble vraiment, toutes les fringues se ressemblent dedans.
Et je fais des variations, hein, mais voilà, c'est noir, oui, incontestablement. Noir, c'est noir. Ça, c'est ce que je chante sous la douche. Quel pays n'avez-vous pas encore découvert et que vous souhaiteriez découvrir? Vous nous avez parlé des voyages et donc y aller. L'Islande, parce que ils sont 100 000 ou 200 000 habitants, et il y a un paquet d'auteurs de polars géniaux, et le décor est extraordinaire. Le décor est vraiment sublime. Avant que ça devienne trop touristique et que des hordes de gens s'en emparent, j'aimerais bien découvrir l'Islande. Oui, c'est tout à fait dans mes projets à venir. Et pour terminer, Patrick, si vous auriez un rêve, ce serait... Si j'avais un rêve, alors le simple fait que j'hésite, c'est plutôt cool. Ça veut dire que j'ai pas un rêve qui m'obnubile, hein. Donc j'ai pas un rêve, j'en ai plein et j'essaye sans arrêt de me réserver des petits gâteaux à croquer pour la suite. Donc je me fixe pas des objectifs impossibles à atteindre parce que sinon je serais perpétuellement frustré. Mais par contre, j'essaye de disposer devant moi des petits gâteaux que je vais croquer pour dans un mois, pour dans 3 mois. Et par exemple, l'Islande, eh ben, c'est un petit gâteau à croquer. Et je me dis, voilà, ça serait bien que peut-être en septembre, on aille faire un tour en Islande parce que c'est super. Et puis, ça pourrait aussi être des choses beaucoup plus simples, comme j'aimerais bien aller faire la dernière attraction au manoir de Paris parce que j'ai peur des zombies. Ou bien ça pourrait être, j'aimerais bien voir ce que va donner la série télé, l'adaptation de Vernon Subutex, que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Ça, je me demande ce que ça va donner. Donc, mes rêves, c'est plutôt des petites choses que je dispose sur le chemin devant moi. C'est pas quelque chose de gigantesque et d'inatteignable, parce que sinon, ça serait pas drôle. C'est mieux d'avoir des, voilà. Et puis des fois, c'est juste de manger un bon truc demain, hein. Ça peut être juste ça, un rêve. Patrick Bowen, rappelons que vous êtes l'auteur du thriller La Nuit de l'Ogre aux éditions Albin Michel. Patrick Bowen, merci d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous vous retrouvons très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!